Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc, on est heureux de vous présenter Annie Aucher qui va nous parler du Sénégal. En fait, je l'ai rencontrée à la fête des associations et je suis allée sur son stand où elle vendait toutes ces petites choses. Et on a commencé à parler et pendant 1 heure, elle m'a parlé du Sénégal, de la Casamance. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, c'est formidable tout ce que tu connais, il faut vraiment que tu viennes nous en parler. Elle a dit, ok, et voilà, la voilà. Donc elle est vraiment passionnée par la Casamance. Tu y vas 2-3 fois par an? Si tout va bien, il y a un prochain voyage qui va se préciser dans peu de temps. Et elle organise aussi des voyages. Voilà. Donc s'il y en a qui sont intéressés. Ensuite, elle vend aussi, tout ce qu'elle vend, c'est pour l'école, pour les petits enfants. Ça va être expliqué à un moment dans... Voilà, tu l'expliqueras, mais ce sera après. Et puis tu nous feras boire aussi. Oui, ça je vais le révéler aussi au fur et à mesure. Il y aura des surprises. Donc je lui passe la parole. Tu voulais que je parle aussi de l'Assemblée Générale. En fait, on a eu l'Assemblée Générale et tout va bien. Donc il y a une nouvelle équipe qui est prête. De combien de membres? 2, 4, 6, 5 4 nouveaux, c'est ça? Levez-vous les nouveaux pour vous présenter. Hein. Bravo. Grâce à eux, vous aurez encore des conférences l'année prochaine. Voilà. Madame, Monsieur, bonsoir. Michel Blady, commandant de bord. Véronique Baldi. chef... Qu'est-ce que j'ai dit? Baldy, chef de cabine, ont le plaisir de vous accueillir à bord de l'appareil affrété par la compagnie, j'ai fait de la pub, Transavia, et par l'agence RCM qui vend les vols directs Paris-Caspiring et son assistant local Étienne Diatta. Ce voyage est préparé depuis un certain temps, comme l'a expliqué Véronique, et donc je vais vous faire découvrir au fur et à mesure le vol. Donc, veuillez attacher vos ceintures, décollage imminent. Michel, ça marche plus. Combien d'heures de voyage? Je veux pas Attends, j'arrive. Voilà, tu peux reprendre. Public ingrat. Toi, tu crois pas. Décollage imminent. Ah. Encore, avance. Avance. Vas-y, géographie. Géographie. Voici le continent africain. Donc, vous avez le Maghreb en haut, et puis il y a une grande flèche qui vous indique le Sénégal, le pays le plus à l'ouest, donc le plus occidental de tout le continent africain. Donc, nous voilà partis, nous survolons la France, l'Espagne, et nous arrivons sur les côtes marocaines. Non, tu reviens en arrière, oui. Donc, nous longeons les côtes marocaines et nous franchissons la frontière de la Mauritanie. Là, je continue. Non, tu me donnes la prochaine. Non, c'est plus simple. Voilà, donc la Mauritanie, bon, si ma voix est assez porteuse... Non, mais mets-le devant. C'est bon? dans le micro. C'est mieux le micro? Oui. Ouais, c'est mieux pour le faire. Et nous approchons du fleuve Sénégal, qui prend donc sa source au Mali. Et le fleuve Sénégal sert de frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, suite à des accords avec le président Senghor
en 1987, je crois. Et petit à petit, nous allons gagner Dakar. Dakar qui est donc la capitale. On n'a pas de pied pour le micro? C'est toi le pied. C'est moi le pied. C'est pas le pied. Attends, mais tu reviens en arrière. Pour descendre. Ah, alors, c'est du direct. Hein. C'est bon là? C'est beau. Et là, c'est avec ça. Voilà. Donc, nous allons arriver vers Dakar et nous descendons la côte. Et ici, nous franchissons une frontière à 10 000 mètres d'altitude, la Gambie. La Gambie est un territoire, c'est une ancienne colonie anglaise qui a eu son indépendance avant 2000. Nous continuons et nous arrivons en Casamance, qui est une terre qui est un peu, je vais dire, isolée par rapport au reste du Sénégal. Le fleuve Casamance remonte jusqu'à Ziguinchor et au-delà. Alors la Casamance est donc une région bien différente du reste du Sénégal et elle est divisée en 3 parties. Vous avez donc la basse Casamance avec la ville de Kolda, qui est la capitale. Ensuite la moyenne Casamance, la ville principale étant Sédhiou, et la basse Casamance, donc, qui a comme chef-lieu Ziguinchor. Dans ce pays, il y a la partie désertique qui est ici. Je crois qu'il fait chaud. Hein. Et ici, on commence à trouver de l'eau. Et alors ici, là, c'est vraiment le rêve, parce que c'est très très irrigué. Donc, toute la Casamance fait 28 000 km². Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette partie ici, qui est la plus belle, la plus irriguée, la plus verdoyante, et elle fait 6 765 km². Donc, comment accéder en Casamance? J'ai parlé tout à l'heure que notre avion était parti d'Orly et qui s'est posé directement à Cap Skirring. Ça a lieu entre la mi-octobre et la mi-mai. Mais, dans le temps, pour arriver dans n'importe quel point du Sénégal, on est obligé de prendre les voies maritimes. Là, ça remonte à des centaines d'années. Et petit à petit, il y a eu les routes et il y a eu aussi les vols intérieurs. Donc, l'aéroport de Cap Skirring, ici, c'est un aéroport international. Il n'y a pas un gros trafic. Et ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de voir toute cette masse bleue, que vous voyez partout, c'est de l'eau. Et on appelle tout ça des bolons. Les bolons, ce sont des chemins d'eau qui font entre 20 cm jusqu'à 1 km de large. Donc il y a beaucoup de pirogues qui circulent sur cette région. Et pour aller d'un point à un autre, eh bien des fois il faut faire pas mal de kilomètres. Ça peut se faire par la route et ça peut se faire aussi par pirogue. Alors le nombre d'habitants au Sénégal est de 18 millions. Plus de 18 millions, parce que j'ai des statistiques de 2023, donc depuis, il y a eu quand même pas mal de naissances. Alors pour parler de la population, il faut savoir que la moyenne d'âge là-bas, elle est d'environ 69 ans. Voilà. Et environ la moitié de la population est constituée d'enfants. En Casamance, la moitié de la population, il n'y a pas tout à fait une moitié, mais pas loin. Et dans cette moitié, il y a également
une autre moitié d'enfants de moins de 5 ans. Et maintenant, les femmes ont quand même moins d'enfants qu'avant. Avant, c'était une moyenne de 5 et quelques. Maintenant, c'est passé à 4. Et en milieu rural, il y a un peu plus d'enfants. Et en milieu, on va dire, urbain, oui, il y en a un petit peu moins. Maintenant, les gens commencent à réfléchir parce que les écoles, enfin, tout coûte cher. Et donc, bon. Et puis, il faut donner à manger à toute cette marmaille qui galope partout. Petite question, puisque je vois que la dernière personne est allée en Casamance il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas de qui elle parle. Y a-t-il des personnes qui sont déjà allées au Sénégal parmi vous? Allez, levez les mains. D'accord, quelques-unes. Et en Casamance particulièrement. En Casamance, peut-être. Oui, Ah, si. si, il y en a 2 au moins. Ouais. Voilà. Alors donc, nous allons nous intéresser donc à cette partie ici. Mais de temps en temps, je vais broder sur d'autres renseignements. Vous allez peut-être me demander quelle température il fait là-bas. Eh bien, c'est une partie qui est quand même assez tempérée. Parce qu'il peut faire très très chaud dans le nord, et là, il fera beaucoup moins chaud. Dans le nord du Sénégal, ça peut monter jusqu'à plus de 45. Et ici, la moyenne est quand même beaucoup moins importante. Là, la semaine dernière, les jours derniers, là, le matin, il faisait 20-22 degrés. Parce que moi, je suis en relation pratiquement tous les jours avec quelqu'un là-bas, donc j'ai la température. Et ça peut monter jusqu'à 32, 35 maximum. Il n'y a pas un gros écart. Donc, nous allons nous promener dans tout ça. Et donc, on va faire avancer. Ouais. Alors, vas-y. Hop. Non, c'est bon ça. Non. Donc, nous nous sommes posés ici à Cap Skirring, qui est donc en bordure de l'océan. Et grâce au Club Med qui a été créé en 1975, on peut bénéficier justement de ce vol direct, puisqu'ils affrètent 2 vols par semaine. Mais les billets peuvent être vendus également à des particuliers, il n'y a pas forcément des gens qui vont au Club Med. Donc le tourisme s'est développé par là, grâce peut-être au Club Med. Alors, il y a des personnes qui vont là-bas pour se reposer, pour faire bronzette, pour profiter des activités du club. Mais moi, c'est pas du tout mon style. Moi, il faut que j'aille galoper à droite à gauche, il faut que j'aille découvrir. Alors moi, ça va être le but de notre soirée, c'est de vous montrer un tout petit aperçu de ce que vous pourriez voir. C'est bon? Ici, vous avez donc le ferry qui est arrivé de Dakar et qui remonte le fleuve Sénégal. Pas le fleuve Sénégal, le fleuve... Vous n'avez pas suivi, hein? Vous avez Il remonte donc le fleuve Casamance. Parfait. Voilà. Et il y a 3 ans, j'étais avec un groupe, on est descendu par le ferry. Et là, on voit les dauphins qui sautent. Alors on me dit, ouais, tu racontes un tas d'histoires, c'est pas vrai. Je vous assure que moi, je les ai vus. Et je suis allée dans une île passer 2 jours, je les voyais le matin au petit déjeuner qui sautaient. Donc c'est pas de la légende. Donc la remontée du ferry se fait jusqu'à Ziguinchor. Et là, il ne va pas plus loin puisqu'il n'y a pas de circulation après sur le fleuve. C'est mon médicament de la soirée. Alors, c'est gros luxe là-bas. Vous voyez, il y a les autoroutes, il y a les gros camions, mais il y a les petits modèles aussi. Alors, pour aller dans un campement, eh bien, le brave Suleiman est venu me prendre ma valise et nous avons regagné le campement par un petit chemin. C'était assez folklore. Alors, le climat, j'en ai un peu parlé.
Donc on a parlé de la température, mais il y a également la moyenne des précipitations. Si vous regardez, c'est un peu contraire à nous. Ce qu'on appelle l'hivernage va commencer à partir du 15 juin jusqu'au 15 octobre environ. Le pic de chaleur, c'est sur juillet-août. Et juillet, août, septembre, là c'est vraiment très 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 chaud. Et il pleut beaucoup, c'est pour ça que la végétation est si belle et si verte, et si grandiose. Alors vous voyez les courbes de température, je ne sais pas si vous arrivez à lire les températures indiquées, donc les plus basses sont dans les... Ils ont marqué 23 pour la moyenne, mais ça peut descendre plus bas. Hein. Et puis ça peut monter un peu plus haut. Alors, la végétation, la faune et la flore. Il y a des arbres fabuleux. Puis, je ne sais pas si vous avez vu là, dans l'arbre, il y a une petite dame avec des lunettes noires. Oui, qui est arrivée en retard. C'est elle. Et l'arbre est beaucoup plus gros en réalité. Hein. Il était là. Ouais, ce sont des chouchous. C'est juste une partie ça. Oui, et donc, quand il y avait des émeutes, les gens venaient se cacher dedans. Oui, et même ils pouvaient y dormir. Donc, alors, ils n'ont pas tous la même forme, ils sont très bizarres ces arbres. Donc, c'en est un sur la gauche, c'en est un autre sur la droite. Il s'appelle comment ces arbres? Fromager. C'est pas le marchand de fromage, c'est le fromager. Voilà, moi c'est mon chouchou, c'est celui-là là-bas à gauche. Et là, celui-là, il est situé dans un village qui s'appelle Emlomp. Donc, vous voyez, ils sont tout arabiscotés, ils ont des formes incroyables. Et alors, le bois sert à faire des pirogues, parce que certains sont très élancés, et ils vont permettre donc la construction de grandes pirogues. Ils vont faire également des planches, des meubles avec tous ces arbres. Alors, les fleurs, bon, bien sûr, on n'a pas pu mettre toutes les fleurs, parce que ce serait pas... Il faudrait que ça dure des heures et des heures. Donc la lavanda, c'est une fleur qu'on trouve un peu partout dans les pays chauds, de même pour les bougainvilliers. Et les bougainvilliers, il y en a un peu de toutes les couleurs. C'est magnifique. Le baobab. Alors il y a déjà des curieux qui sont allés voir sur la table un petit peu qu'est-ce qui s'y vendait. Et il y a des savons faits à base de baobab. Et je vous prie de croire qu'ils lavent très très bien. Les femmes, il faut leur lessive avec ça. Alors, le baobab, il va donner un fruit qui s'appelle le pain de singe. Et à partir du mois d'août, par là, on commence à le voir. Vous voyez, là, ça fait comme un peu des guirlandes qui tombent. Et là, il n'est pas à maturité, il est loin d'y être d'ailleurs. Et ce fruit, qu'on appelle le pain de singe, on va l'ouvrir et à l'intérieur, ça va faire comme des petits cubes d'un matériau un peu mou, et on s'en sert pour faire des infusions qui vont couper la diarrhée. Donc il se sert beaucoup de plantes, de fruits, de graines, et qui peuvent soigner certaines maladies. Ah, la mangrove. Alors tous les pays d'Afrique n'ont pas de mangrove. Et au Sénégal, il y a énormément de mangroves. Donc là, c'est marée basse, parce que c'est de l'eau salée qui circule dans tous ces bollons. Et sur les palétuviers, on voit toutes ces racines. Et les femmes viennent accrocher des bébés huîtres. Et au bout d'un certain temps, quand elles sont comestibles, ils les ramassent et ils les vendent dans les restaurants. Alors là, les plants de palétuvier dans la mangrove. Vous voyez, ils sont bébés. C'est un haricot. On est végétarien. Ah ouais. Manquer un sopor. Non, c'est pas vrai. C'est la graine. C'est la graine qu'on plante pour donner un palétuvier. Ça s'appelle propagande. Alors, le nom a été coupé,
Papagalu. Voilà. Donc c'est Étienne avec qui je travaille. Voilà, parce que les clients, bon, ben, ils ne savent pas trop ce que c'est que. Ils découvrent. Alors ici, on change de point. Ce coin ici s'appelle Cafoutine et qui se situe ici. Vous voyez ? Donc on a fait tout le tour par la route. Alors tout à l'heure où on voyait mon 4x4 avec la valise, on est allé dormir à Niafaran, qui est ici. Et après on est descendu à Abéné pour passer aussi une autre nuit à Cafoutine. On a mangé d'ailleurs très très bien, même trop. Parce qu'après on avait du mal à revenir. Alors vous voyez la végétation qui est dense. Et là donc c'était au mois de décembre. Donc il restait encore un peu d'eau dans tous ces coins-là. Voilà. Et nous notre campement il était par ici, il était derrière. Alors les oiseaux. Vous avez beaucoup de martins pêcheurs qui vont dans la mangrove, puisqu'à marée basse, l'eau descend, et donc ils vont chercher de la nourriture dans la base. Et ici, c'est une rue couronnée. On en voit plutôt dans les établissements, je dirais, hôteliers, parce qu'ils les mettent en décor. C'est un très très bel oiseau, qui est assez grand d'ailleurs, à peu près haut comme ça. Alors, des oiseaux, il y en a énormément. Il y a des oiseaux migrateurs. Et là, comme je n'ai pas réussi à voir la couleur exacte des hérons qui sont sur la gauche, donc il y en a des noirs, il y en a des argentés, il y en a des gris, et à droite, vous avez des blancs. Vous voyez, s'ils sont bien fins, avec un beau col de cygne. Alors, en principe, quand on se promène en pirogue, on voit toujours des oiseaux. Et alors ça chante, donc on a un concert gratuit. Alors, sur la gauche, vous avez des palmiers. Alors, ce ne sont pas des boules de Noël qui pendent, ce sont des nids de tisserins. Le tisserin est un petit oiseau qui est jaune et noir, assez effronté, parce que si le matin, vous ne faites pas attention à votre petit déjeuner, les tisserins vont venir les engloutir. Hein. Et à côté, moi j'avais marqué un clandestin. Et puis on m'a repris en me disant non, il est chez lui. Donc c'est un macaque qui est dans son habitation. Voilà, c'est un habitant local. Alors l'architecture, elle est très variée là-bas, très très variée. Sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle une case à impluvium, et la photo a été prise sur le dessus. Alors, la case à impluvium, elle est faite d'un double toit. Vous avez la partie extérieure que vous voyez à gauche, et la partie intérieure, il y a donc l'entonnoir. Et pendant la saison des pluies, l'eau va rentrer par le trou et va aller dans le bassin qui est sur la droite ici. Donc, ils vont récolter de l'eau, ensuite ils vont faire des cultures. Et à présent, les cases à impluvium, il n'y en a pas partout, c'est dans un coin spécifique. Ils en font des campements, et on a dormi là, on était très très bien. Alors c'est pas le 5 étoiles, c'est propre, il y a tout ce qu'il faut, des sanitaires privés, et tout autour vous avez donc les chambres. Et on est dans un calme. Ça nous ferait du bien d'être comme ça à Saint-Michel par moment. Alors, ce campement qui est à Hénin-Port, il est tenu par les villageois. Il y en avait un autre qui était plus loin, j'ai dit pourquoi on n'est pas allé dans l'autre. Il est plus cher et en plus ça appartient à Toubab. Le Toubab c'est un blanc. Là, étant chez les villageois, tous les bénéfices reviennent au village. Donc ils peuvent construire une cantine pour les enfants, améliorer les repas, faire une petite maison de santé. Donc ça va vraiment aider la population. Ils vont forer des puits. Alors que si ça appartient à Toubab, lui il met ça dans sa poche et puis c'est terminé. Hein. Voilà. Donc là nous étions à Hénin-Port. Maintenant on prend tout ça, on y a accédé en partie en pirogue et après par des pistes. Là nous sommes sur une île et vous avez donc les cases à palabres. Alors, c'est le soir, il n'y a que des hommes en principe qui viennent parler de leurs problèmes.
Et puis, bon, ils se racontent leurs histoires. Alors, quand on n'a pas les moyens d'avoir une case à pas d'arbre, mais que l'on a un très bel arbre, eh bien, les grands discours vont se passer en dessous. Les portables n'existaient pas dans le temps. Alors, vous voyez sur la droite, vous avez un bombolong, qui est donc le téléphone local des années primitives, et c'est fait dans un bois qui s'appelle le caïcédra. C'est un bois qui est blanc, non, qui est rouge, pardon, alors que le fromager est blanc. Et j'ai vu dans un guide qui disait que le caïcédra, c'était aussi une sorte de fromager, ce qui est entièrement faux. Donc il est vidé, ils font une fente sur le dessus, ils le vident, ils le ferment, et avec un bâton, ils vont donc faire un instrument de percussion. Donc ils vont dire, ce soir à Saint-Michel, il y a une conférence. Et on va l'entendre à 1-2 km plus loin. On devrait essayer ça. Ça tombe pas en panne, ça. Et celui qui va percevoir le message va le répercuter et ça va faire le tour de tout le coin. Donc tout le monde est au courant des potins. Voilà, donc rien ne se perd là-bas, rien ne se perd du tout. Ça peut se faire aussi en bois d'acacia, mais bon, les acacias sont quand même plus rares. Mais les caïcédras sont des arbres qui sont tous tarabiscotés, qui sont vraiment pas très très jolis. Alors ici, vous avez donc les habitations dans des villages avec ce qui va représenter pour eux un genre de grenier. Mais ils n'ont pas de grenier en Casamance. Parce que des greniers séparés, je veux dire. Ils mettent ça à côté d'eux pour éviter que peut-être les insectes. Et là, derrière, vous voyez une habitation, derrière le linge qui sèche. Alors, les toitures sont faites avec de la paille. Ça peut être aussi fait avec des feuilles, des branches de palmier rogné, qu'on va voir un petit peu plus loin. Et dedans, ils vont mettre toutes leurs réserves. Voilà. Là, ici, vous avez un petit village. Vous voyez, c'est très vert tout autour. Et sur la droite, vous avez un baobab qui est tout nu, parce que c'est la saison où il a perdu ses feuilles. Après, ça repousse dès que la pluie tombe. Donc vous voyez les cases. Vous voyez les cases un peu avec des toits un peu différents. Rien ne se perd là-bas. Alors les habitations actuelles peuvent être construites en parpaing avec des toits de tôle. Là, je vais vous dire que le linge, il sèche vite là-dessous. Avec une grande chaleur, très très grande. Et ceux qui ont les moyens, ils mettent des tuiles. Alors, nous changeons de coin. Nous allons sur une autre île qui s'appelle Eloubaline. Là-bas, ils n'ont pas d'électricité, mais ils ont des panneaux solaires. Donc, ça n'est plus une case à palabres que vous pouvez voir, mais une maison. Et sur la gauche de la vue, vous avez un puits. Donc, c'est un petit village qui est autonome, qui se débrouille, qui reçoit des touristes. Et puis, on visite le village, on a un petit peu les potins du village, ce qui s'y passe, la vie. Il y a une petite école. Alors là, sur la droite, vous avez une case à étage dans un village qui s'appelle Emlomp. Et il n'y a qu'à Emlomp qu'on trouve des cases à étage. Il n'y en a nulle part ailleurs. Vous voyez un peu la végétation qui est tout autour? Là-bas, c'est pas sec. Alors ces cases à étage commencent à vieillir. Et donc, nous, les touristes, on n'a pas le droit d'aller dedans au cas où il y aurait un accident. On ne sait pas, ça peut tomber. Mais il y a encore des gens qui y vivent dedans. Voilà. Et nous, on se contente de les regarder de dehors. Bon, il n'y a pas du tout de confort à l'intérieur. Alors, l'économie. De quoi vivent ces braves gens? Alors, ici, vous avez un panier rogné. Et, vous voyez, toutes ces branches. Donc, c'est ça qui va servir à faire des toits. Et dans le haut, ici, vous avez le fruit du panier rogné. Et c'est pas mauvais. Moi, j'avais ça les yeux quand on m'en donne. Quand j'avais des yeux un peu. C'est un peu sucré. Mais si on le laisse
à l'air, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire du jus. Et le lendemain, le jus, il est devenu vin de palme. Eh oui. Et donc, les animistes consomment pas mal de vin de palme. Après, ils sont joyeux, hein. Très très joyeux. Alors, comment fait-on pour grimper dans un palmier rogné? Vous avez ce brave gars qui est pieds nus, je ne sais pas comment il fait pour ne pas se piquer, et avec un arceau, il va grimper pour arriver au sommet pour cueillir les fruits. Voyez. Toujours avec une belle végétation tout autour. Voilà. Ah, nos chères cacahuètes. Alors j'ai demandé à Étienne, tu ne voudrais pas aller ramasser des cacahuètes? Donc il a ramassé les dernières. Alors, il y a toute une histoire sur l'histoire de la cacahuète. Hein, je fais des répétitions. Les cacahuètes se plantent au mois de juillet. Même elles se plantent aussi au mois de décembre, n'est-ce pas Catherine? Oui. Dans nos pots de fleurs. Et ça pousse à Saint-Michel. Ça pousse à Saint-Michel. Alors, on n'est pas encore à la récolte. Il faut compter 3 mois avant de les ramasser. Et donc, on les plante au mois de juillet. Alors, quelqu'un qui a un grand terrain, il peut commencer le 1er juillet et terminer le 31 juillet. Donc, la cacahuète va mettre 3 mois avant de donner son fruit. Et là, c'était pas de la belle qualité, hein, mais bon, elles ont quand même donné des bébés. Hein. Hein, pour l'instant, on a des plants. On a des plants. Vous voyez? Alors, les champs ont des tailles différentes. Donc, celui qui a un très très grand champ, il faut qu'il s'y prenne longtemps à l'avance. Il faut le désherber, il faut le préparer. Mais il y a les autres cultures également. Ils vont planter les pommes de terre, les patates douces, tous les légumes, mais les mangousses, elles aiment bien ça. Donc il faut surveiller. Ah oui, parce qu'elles ont le droit de manger aussi, ces petites bêtes-là. Alors, donc ils abandonnent un peu les cacahuètes, et au bout d'un certain temps, quand la cacahuète a poussé, ils vont les piétiner volontairement, de façon à ce que les plants se couchent sur la terre et vont donner des racines. Et c'est au bout de ces racines que vous aurez la cacahuète. Voilà. Attends, c'est pas ça. Non, vas-y. Alors, les calebasses. Les calebasses sont des gros fruits qui vont servir de récipients. Quand ils sont secs, on en fait des récipients. Mais même, on en fait autre chose aussi. Je n'ai pas encore vu la photo, mais vous verrez tout à l'heure. Voilà. Donc, il y en a de toutes les tailles. Donc, ça peut servir de louche pour les petites. Ça peut servir de saladier. Ça peut servir de cuvette. Enfin bon, c'est des récipients qui sont très, très légers. Et j'ai vu une marchande au marché de Sainte-Geneviève-des-Bois. Elle a fait venir du Mali. Et elles sont toutes décorées. Au milieu, vous avez un manguier. Et ils sont énormes. Quand vous y allez au mois de juin, ça pousse à l'état sauvage. Vous ne savez pas où poser les pieds. Sinon, vous avez un bain de pied à la mangue. C'est un nouveau parfum. Oui. Ils sont énormes et pour moi, les meilleures mangues que j'ai mangées sur la planète, elles viennent de Casamance. Vous avez la culture du coton sur la droite. Et le coton est travaillé. Non, ils font du tissage de coton. Il y a beaucoup d'articles en coton. Là, nous sommes partis à Sangalem, qui est une région où on amène les noix de cajou. Voilà, il y a longtemps que je la connais celle-là. La noix de cajou. Donc il y a la pomme, mais là elles ne sont pas mûres, parce qu'elle est verte. Donc elle est ou jaune ou rouge. Et donc le fruit est en dessous. Alors le fruit, il est ramassé, enfin tout est ramassé, parce qu'avec les pommes, ils peuvent en faire des jus de fruits. Et là, on va dire que c'est pas vraiment, c'est un peu comme une graine, elle va être travaillée. Alors il va falloir qu'elle cuise. Il y a deux façons, ou dans l'eau bouillante, ou à la vapeur. Et là, vous avez les ustensiles très modernes, n'est-ce pas, pour faire cuire les noix de cajou. Là, vous avez encore d'autres. Ils mettent le feu en dessous et ils les font cuire.
Et après, ils vont les mettre à sécher ici. Une fois qu'elles seront bien sèches, ils vont les décortiquer. Et tout se fait à la main. Voilà. Il y en avait qui étaient très attentifs aux observations. Il y en a plus, on a tout mangé. Ça reste plus. C'est bon. Alors, si vous savez bien votre leçon, vous aurez le droit, à la fin, de goûter le bissap. Alors, le bissap, ici, il est sur pied. C'est une fleur, certains l'appellent l'hibiscus, d'autres l'appellent l'oseille. Le rouge, il sert à faire des infusions, des jus de fruits, et le blanc, il sert pour faire des sauces, donc en cuisine. Ici, vous avez des cultures de maïs. Regardez, c'est bien entretenu, hein? Ah oui, tout est bien rangé. Voilà. Et là, puisque nous étions en décembre, c'était la récolte du riz. Et tout le monde s'y met. Les hommes, les femmes, les gosses, tout le monde va au champ ramasser donc le riz. Alors, pour parler du riz, le riz casamançais ne se vend absolument pas. Il est consommé par les familles. Alors, quelqu'un m'a soutenu l'autre jour, si, j'ai mangé du riz de Casamance. Je dis, c'est pas possible, c'est pas commercialisé. Finalement, c'était marqué Sénégal sur le sac, parce qu'il y a des rizières dans le nord. Voilà, alors là-bas, oui, il y a de la quantité, mais là, ils en ont pas assez, donc ils peuvent pas du tout le vendre. Et je n'en ai jamais vu. Je ne sais pas du tout si c'est un grain qui est petit, qui est moyen, qui est rond, qui est allongé. Ils se le gardent très précieusement. Alors, vous avez les citronniers qui donnent des jus de fruits excellents. Ils l'utilisent également dans la cuisine. Vas-y, avance. Voilà. Les biscottos, là-bas. Vous voyez, il n'y a pas d'électricité, mais on trouve toujours une solution. Vous avez la culture du mil, donc vous avez des épis de mil là-bas dans la cuvette. Et puis, sur la droite, vous avez donc les femmes qui pilent le mil. Alors, on va voir à quoi sert le bois de fromager, puisque en haut, nous sommes à Cafoutine, et il y a des énormes pirogues qui sont construites sur la plage là-bas. Vous voyez, sur la photo du milieu, il y en a une en construction. Et puis sur la droite, elles sont sur la plage. Elles sont très impressionnantes. Il y en a de toutes les tailles. Alors les très grandes, je crois que ça monte jusqu'à 30 et quelques mètres. Donc les pêcheurs partent pour 15 jours, 3 semaines en mer. Ils n'ont pas de sanitaire, ils n'ont pas du tout de... Ils partent comme ça par tous les temps, et puis ils ramènent le poisson. Et vous voyez, elles sont toutes peintes. Là en bas, vous les voyez bien peintes. Voilà. Et ils en sont très très fiers de leur pirogue. Voilà. Elles sont donc, on a l'océan Atlantique qui est juste à côté. Là, nous avons changé de coin. Nous sommes à Cap Skirring, où nous avions atterri tout à l'heure. Et vous voyez le séchage des poissons. Alors certains les fument, d'autres les sèchent. Parce que quand il y en a trop, ils n'ont pas forcément de frigo. Donc il faut les conserver. Après, ils s'en servent pour faire de la soupe, pour faire un tas de plats. Alors vous avez des nouveaux touristes à présent, qui aiment se faire bronzer. Vous voyez? Oui, oui. Elle peut rester des heures comme ça sur la plage, elle attend. Et là, il y a le troupeau de zébus qui se promène. Alors, cette viande, elle peut être consommée lors des fêtes. Parce qu'au point de vue nourriture, ils mangent peu de viande rouge. Parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher que de la viande de poulet. On n'a pas encore parlé de religion, mais je vais en profiter. Il faut savoir que au Sénégal, il y a 95% de musulmans. Ça veut dire qu'ils ne vont pas manger de porc. Mais en Casamance, il n'y a que 30% de musulmans. 30% de chrétiens et 30% d'animistes.
Donc, ces bêtes, elles peuvent servir pour toutes les religions, si vous voulez. Elles peuvent être consommées. Il manque 10%. Donc, c'est un tiers. Bon, alors c'est peut-être... Oui. On va pas manger les cornes. À peu près, hein. 33,33, ça vous va mieux. Voilà, donc ça c'est les nouveaux touristes qui vont à la plage. Alors, les marchés, ils sont très très colorés. Il y a de tout. Il y a de tout sur les marchés. Et donc là, on est au marché de Ziguinchor. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Il y a les légumes. Alors là-bas, tout pousse. Dans les légumes, vous avez les pommes de terre, les patates douces, le maïs, les petits pois, les haricots verts, des oignons. Il y a de tout. Il n'y a pas de faim. Là, la photo en haut à droite, ce sont des marchandes de mangue. Alors elles viennent avec leur petite production. En bas, vous avez des beignets de coco. La photo du milieu, la petite dame, elle a quelques légumes. Et puis, vous voyez, à droite, en bas, là, ils viennent vendre leur petite production pour se faire 3 sous. Et nous arrivons au tourisme. Regardez cette belle photo. On a failli pas la voir, celle-là, parce qu'on devait partir sur une île qui s'appelle Caravane, qui est assez particulière. Petit historique, je regarde ce que je dépasse pas les horaires, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Nous devions partir à l'île de Caravane. Donc on a visité une école, après on a visité une miellerie, et puis on reprend la pirogue. Ah oui, mais c'est que le vent, il n'avait pas décidé d'être gentil. Donc, on annule Caravane et on s'est rabattu sur cette île des Hidji. Vous voyez ce paysage de rêve? C'est superbe, hein? Et là, vous êtes sur la plage de Cap Skirring. Alors, toute la partie que vous voyez là, c'est le Club Med qui est là. Et la partie qui est ici, ce sont les autres hôtels. Donc, il y a des plages qui sont immaculées. Il n'y a pas un papier, il n'y a rien du tout, c'est d'une propreté incroyable par rapport au reste du pays. Donc c'est pour ça, la Casamance, c'est vraiment comme un autre pays. Pour eux, ils ne sont pas au Sénégal. Les Casamancés n'aiment pas dire qu'ils sont sénégalais. Non, ils vivent complètement différemment. Voilà la plage de Cap Skirring, prix de l'hôtel La Paillote, que je connais bien, parce que c'est un hôtel où les artistes viennent se reposer dans la tranquillité. On leur fiche la paix. Voilà. Et dans cet hôtel, il y a des tableaux qui sont faits avec du sable. Et le gars qui les fait, il est toujours fidèle à son poste. Et ça, c'est la plage donc de l'hôtel La Paillote. Bon, j'ai pas d'intérêt à le vendre, hein. Ça ne me rapportera rien du tout. Ah, nous allons aller à Ziguinchor. Alors, Ziguinchor, c'est la grande capitale de la Basse-Casamance. C'est donc la cathédrale de Saint-Antoine de Padoue, qui a commencé à être construite vers 1860 par là, et qui s'est terminée en 1920. Donc ils ont mis un certain temps pour la construire. Là, nous arrivons à l'Alliance française de Ziguinchor, que j'ai visitée plusieurs fois, mais cet hiver, comme elle avait pris feu, alors nous n'avons pas pu la voir. Alors, sur la gauche, vous avez la partie où il y a des scènes de théâtre. Et celle du milieu est assez colorée. Vous avez des grandes colonnes qui sont là. Pareil également ici. Et même, ils présentent aussi un restaurant où on peut déjeuner. C'est assez curieux comme bâtisse. Ah, nous retrouvons nos fromagers. Et oui, parce que nous allons faire connaissance avec les animistes. Donc c'est une religion qui croit dans les esprits et dans les fétiches. Et je me souviens que il y a quelques années, j'étais partie à Moussouille, qui est un gros village, et le patron, il est animiste. Alors il nous a dit, bon, visite de 6 villages. Ouh là là, je me suis dit, on va avoir une indigestion.
Parce qu'entre les plumes, les cornes et tous les fétiches, il y avait de quoi faire. Alors là, il y a un gars qui présente tous les fétiches et il y a des drapeaux. Et à la fin, il y a interrogation écrite. Il faut avoir repéré les 5 couleurs des drapeaux, enfin des tissus qui pendent. Alors il raconte un tas d'histoires sur les arbres, dans le village. Donc, il n'avait pas son bon belôme, celui-là, celui qui a sonné. Pourquoi le musée Parce que c'est un musée en plein air. Voilà, on n'est pas enfermé là, c'est un musée parce qu'il y a des vieux objets qui traînent au sol. Sur la photo de gauche, on voit des espèces de paniers. Ah, alors pour circuler, moi j'aime être là-dessus. Quand vous prenez une pirogue, c'est le rêve. Il n'y a pas un bruit à part le moteur. Et alors on est dans la nature jusqu'au bout. Regardez la photo de gauche. C'est un tout petit ballon. Donc le ballon, vous vous rappelez, c'est un chemin d'eau. Donc il y en a des tout petits et il y en a des plus larges. Donc, sur la photo de droite, c'est déjà plus grand. Et là, on va en aller à Iloubaline. Voilà, donc la mangrove, elle a poussé. La danse des lutteurs. Alors j'ai eu l'historique. Dans un village, vous avez des lutteurs. Dans le village d'à côté, vous avez d'autres lutteurs. Donc, avant de faire la vraie lutte, ils vont se rencontrer et ils vont faire la danse des lutteurs. Et au bout de quelques jours, c'est là qu'ils vont commencer à lutter pour de bon. Et à la fin, donc le village qui aura gagné, bien, il va quand même être gentil avec son voisin. Donc il va l'accepter. Et l'année d'après, c'est l'autre village qui va inviter les lutteurs. Donc ils s'entendent tous bien, mais là c'est fixe et ça ne bouge pas du tout, parce que sinon on les voyait qui sautaient. Alors ça se fait au mois de septembre, après la récolte de certains légumes. Là nous sommes partis, tout à l'heure vous avez vu la belle photo qui a servi à faire l'affiche. Donc nous sommes descendus sur une petite île où il y a une école. Alors vous voyez les enfants qui ont des blouses, ou vertes ou bleues. Pour ne pas faire de différence, tous les enfants doivent porter la même blouse. Comme ça, on ne voit pas comment ils sont habillés en dessous. Et en voyant cette photo, je me suis dit, ça sera le moment d'en parler. Si vous avez vu la petite exposition qui se fait sur une table là, à côté, avec des ventes, eh bien, je me suis dit, c'est là où il faut annoncer qu'il y a des enfants qui sont orphelins dans les villages. Et ces enfants-là, souvent, ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas assez de revenus dans les familles. Parce qu'ils sont élevés par d'autres personnes. Donc, il y a quelques années, j'ai perdu un ami là-bas qui travaillait dans un hôtel. Quand il est décédé assez rapidement, j'ai dit, mais les enfants ne vont plus pouvoir aller à l'école, c'est pas possible ça. Et la femme demeurait en Casamance. Seulement, quand il y a un veuvage comme ça, la femme n'a pas le droit de voir un homme pendant 4 mois. Alors je me suis dit, bon, elle ne parle pas le français, il faut que je sois avec quelqu'un qui va faire la traduction. Il faut encore faire des dépenses de taxi, donc j'ai laissé tomber. Puis j'ai dit, bon, il faut que je trouve des orphelins quelque part. Alors j'ai commencé par des relations, et puis ça ne marchait pas bien parce qu'il n'y avait pas un bon suivi. Et finalement, j'ai trouvé dans un village, qui est dans le nord du Sénégal, une école où actuellement il y a à peu près 200 enfants. Et sur les 200, il y a 19 orphelins que l'association que j'ai créée, qui s'appelle donc PSOS, Parrainage Scolaire Orphelins Sénégalais. Donc je récupère des dons, c'est pour ça qu'on fait des ventes, pour pouvoir avoir de l'argent et leur payer les droits d'inscription. Parce que toutes les écoles publiques, comme les privées sont encore beaucoup plus chères, mais sont toutes payantes. Il faut payer un droit d'inscription. Donc il y a des enfants qui n'ont même pas les moyens d'aller à l'école, parce que la famille n'a pas du tout d'argent pour payer ses droits d'inscription, qui pour nous, c'est vraiment, c'est tout petit. Ça représente 5 €. Pour certaines écoles, d'autres, ça va être plus. On leur paye le matériel scolaire. Ils vont avoir besoin de cahiers, de stylos, enfin, de tout le matériel qui est basique. Donc c'est pour ça que je fais cette vente. Donc merci aux personnes qui contribuent et qui aident
ses enfants à continuer à aller à l'école. Donc ça fait déjà... C'est une école, le petit bled s'appelle Dégougnaille, qui est au sud de Saint-Louis, sur la communauté de Gandiol, pour les personnes qui connaisseraient un peu la région. Voilà. Et vous voyez les beaux pupitres qu'ils ont? Oui, ils doivent venir de France, ceux-là. Ils ont fait leur temps. Hein. Ah oui, ils n'ont pas de portable, ils n'ont pas de petit écran, ils n'ont rien du tout. Mais je vous prie de croire que quand ils chantent, alors là, il y a de la voix. Et puis, on rentre dans une classe, tout le monde se met debout, comme autrefois. Et puis, ils chantent. Et parfois, on a le droit à l'hymne national. Alors, je vous laisse le plaisir de lire ce qui est écrit sur ces peintures, parce que je les ai trouvées sympas. Je ne sais pas si tout le monde arrive à lire. Alors à droite, il y a l'éducation. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Apparemment, c'est Nelson Mandela. C'est ça. Oui. Et à droite, accompagnons les enfants dans leur scolarité. J'aime bien celle du milieu. Je veux aller à l'école. Et c'est pas Sarko, non, c'est pas... Il faut faire un peu d'humour. Hein. Voilà, donc j'ai glané ces peintures lors de mes voyages. Alors ici, nous sommes au bout du monde. Je ne sais pas si tu avais senti cette ambiance qu'il y avait, Catherine. On était au bout du monde, oui. Donc il y a notre brave Étienne qui fait une distribution, devinez de quoi? De tic-tac. Les gosses étaient super énervés, ils sont venus vers moi, vous allez peut-être pas me croire, ils voulaient me toucher, j'ai l'impression qu'ils n'avaient jamais vu de blanc. J'ai pris leurs mains, je les ai mis sur mes bras. Oh, alors j'ai ouvert la bouche et ils ont aperçu une couronne dentaire à leur poisse. C'était... Comme j'en ai plusieurs, alors ils ont fait l'inspection. Et alors on les a calmés avec un tic-tac. Et comme il en restait, j'ai dit, bah, écoute, ordonne. Oh, ils étaient là avec leur tic-tac au creux de la main. Goûté, ils n'aimaient pas. Mais c'était mieux que d'avoir un smartphone. Hein. C'était incroyable, incroyable. Et ça, c'est vraiment le bout du monde. Hein, où on ne trouve personne là-bas. Et l'expression de cet enfant, regardez-le sur la droite. Alors, tout à l'heure, on parlait de la culture du coton. Vous voyez la petite dame là-bas, elle fait des bandes de tissage et après, elle les coud. Et on peut faire des très très beaux couvre-lits avec toutes ces choses-là. Et donc, les touristes en achètent. Là, l'enfant, il est porté également dans un tissu, puisque là-bas, les mamans, elles mettent leur enfant sur le dos. Les objets en bois ou autres, ça fait un peu grand pour les ramener. Hein. Et le poids, sinon je crois que j'en aurais un grand comme ça chez moi. Donc vous avez des objets en bois sur la gauche. Au milieu, vous avez une poterie. Et tu as eu droit, Catherine. Tu as mis les mains dans la... À droite. Celle du milieu, oui. Milieu, oui, celle du milieu, et voilà. Et à droite. Et à droite, oui, oui, oui. C'est à côté d'Oussouille. Juste à côté d'Oussouille. Et là, ce sont des femmes qui font... Alors, vous voyez les calebasses, à quoi ça sert aussi? Et à chaque fois que je vais à l'île Louvaline, je repère le point où elles sont. Il faut me faire prendre en photo. Et grand salon de coiffure sur l'île des Louvalines. Alors, y a-t-il des sportifs parmi vous qui oseraient monter dans un fromager? C'est vraiment très très. L'échelle fait 25 mètres de haut. Et en plus, il faut payer. Hein. Ah oui, ah bah, il y a la sécurité. Il y a la sécurité. Ah oui, ils sont assurés. Hein. Ils sont assurés. Et... C'est pas un pied à l'intérieur et à l'extérieur. Je crois qu'elle tourne, Couchette.
Ben, il y avait un groupe quand nous y étions. Il y avait un groupe qui montait. Et là-haut, il voit toute la canopée, il voit même le fleuve Casamance. Dans la forêt de Canoufa, ça. C'est pas loin de la Pointe Saint-Georges. Il y a le rond, tu vois. Ah ben il y a le rond, voilà. Grâce à Michel, nous avons les emplacements. Voilà, c'est là. Donc, on a fait cette partie ici. Allez, tout à l'heure. Cafoutine. À Béné, on n'a pas pris de photo. Là, c'était mon 4x4. Et nous sommes arrivés par la route. Et voilà notre tracé, Ziguinchor. Ça fait quoi comme kilométrage? C'est difficile à dire, il y en a à peu près 200. Oui, tu vois, de Ziguinchor à la mer, il y a 60 km là, Oui, c'est ça. de rivière, là, de fleuve. Voilà, d'ici à Ziguinchor, il y a, oui. Donc on a dû faire à peu près au retour de 200 bornes environ. Voilà. Mais on a fait des détours aussi, on a pris ces petites pistes-là. Et là, ici donc, juste avant la Pointe Saint-Georges, il y a donc la forêt de Canoufa qui est là, avec ces gigantesques fromagers. Et en juin, il y a des fleurs magnifiques qui poussent dans cette région-là. Des grandes fleurs rouges. Ah, le roi d'Oussouille. C'est un sacré personnage, celui-là. Il n'est pas du tout gracieux, monsieur. Et alors, quand on va le voir, parce qu'il reçoit selon sa disponibilité, selon son humeur aussi, je dirais. Alors là, si vous avez des problèmes, ben vous allez lui exposer et il est censé les résoudre. Il faut payer pour aller le voir, le monsieur. Il n'est pas gracieux. On en avait vu un autre, roi. Alors, il ne faut surtout pas s'habiller en rouge quand on va le voir. Ah ben, il ne faut pas lui faire concurrence. Et on avait rencontré, c'était quand ça, il y a 3 ans, il y avait tout un cortège de voitures, puis tout d'un coup, on voit notre guide avec un gros sourire, et puis on voit le roi, enfin lui, un grand sourire, puis il dit « Oh, on était en classe ensemble !» Alors là, il était très sympa. Après, on a la danse du compo. Là, c'est une danse où il y a des esprits qui vont rentrer dans la verdure et qui vont faire danser que... il y a un personnage en réalité en dessous, mais ils font une danse comme ça, c'est chez les animistes. Avance, Michel. Kumpo bi di voyagé ñëw ba ñaa gis gars yi kii ko militaire di laaj identité bu mu ñëw ba si kumpo bi gars yi ne ko kumpo bi kumpo du nit du wax kumpo du wax rek saa yi arme li ci arme bi kumpo bu mu déggee karañ mu tourné xam ni gars mi caaxaanul mu ne ko Bakary bu ñu kër gee saaka yi Bakary xoolal si sànni bu la di débat yi foofu bàyyi ma ko kër ga di andi naa ko. Ah, et nous arrivons au terme de notre voyage. Alors bon. Avance, Michel. Écoute, comme ça là, comme. Ça n'est pas en Casamance, mais j'ai dit, moi, je voulais la mettre cette photo. C'est bon. Et mon collègue m'a dit, non, c'est pas en Casamance. Mais je dis, mais c'est pour détendre l'atmosphère. Donc ça se trouve à la frontière nord de la Gambie. C'est à Fatala. Et c'est une réserve où il y a donc des lions qui sont venus d'Afrique du Sud. Et ben, ils ont fait des bébés, mais les bébés sont nés en captivité. Donc, voilà, donc ils servent à faire des promenades et on marche avec eux. Jamais marcher devant un lion. Jamais. Toujours derrière. Et nous avons tous un bâton. Et j'ai vu une année, je ne sais plus si c'était une lionne ou un lion, qui a mis ses 2 pattes sur le cou comme ça du gardien. C'était adorable. Adorable. Donc je les appelle mes pluches. Alors, on n'a pas parlé de quoi, à votre avis? On a fait le tour de la question?
atteint le... Alors donc maintenant, si vous avez des questions à poser, j'essaierai d'y répondre. Et s'il y en a qui sont vraiment embarrassantes, j'appellerai le grand directeur. Pour avoir un ordre d'idée de la position par rapport à l'équateur, quel est le nombre de degrés Alors là, tu me poses une colle, là. Oui, on est encore loin. C'est en régime tropical. On est entre le tropique et l'équateur. C'est ça. Oui, à peu près. Mais... Quelle est la base de l'alimentation? Alors le riz. Ah oui, pratiquement au moins une fois par jour. Et eux, s'ils n'ont pas leur riz, ils sont perdus. Hein. C'est comme certains Français, s'ils n'ont pas leur pain. Oui, Oui, pardon. Oui, je vous écoute. au niveau sécurité, c'est vrai que là on a... Alors la sécurité, pas de problème. Pas de problème du tout. Je n'ai jamais rien senti. Toi, tu es allé au Togo juste avant, la sécurité. Ah, aucun problème. Vraiment. Toi qui es allé au Togo, tu m'as dit bah, là-bas, je sentais quand même... Ah oui, oui, c'était beaucoup plus zen que Togo, oui, ça c'est sûr. Non, il n'y a jamais rien vu là. On n'a pas vu spécialement... Et la Casamance, ils nous ont dit, il n'y a pas de voleurs. Parce que je disais, mais qu'est-ce que c'est que tous ces sacs sur le bord de la route? Ah, mais ils seront là demain matin. Oui, c'est vrai que c'est... Il n'y a pas de voleurs là-bas, parce qu'ils se connaissent. Et s'ils mettent quelque chose, quelqu'un va les voir venir voler. Donc ils craignent, mais ils n'ont pas ça dans la peau. Ils n'ont pas ça dans la peau. Non, au point de vue sécurité, je y suis allée, c'était après la guerre, quelques années après la guerre. Alors, il ne s'agissait pas de partir en brousse et de marcher là où il ne fallait pas, parce qu'il y avait encore des mines. Mais les forêts, rappelle-toi, quand on a cherché un petit chemin pour aller derrière les arbres, on n'arrivait pas à rentrer dans la forêt. Il n'y avait pas de petit chemin nulle part. Et toute la végétation, c'est serré. C'est serré. Donc, il faut marcher là où c'est cultivé. Enfin, on ne va pas s'amuser à rentrer dans des trucs pour se faire piquer par des branches, je ne sais pas. Il n'y a rien du tout. Non, ça c'est... il y a eu des moments où le tourisme était fermé, hein, mais ça remonte déjà mieux. Moi, je vais au Sénégal, je suis partie quand il y a eu le moment, juste après le Covid, parce que étant dans le tourisme et l'humanitaire, j'avais le droit à laisser passer. Il n'y a pas du tout de problème, ça du tout. L'éducation, les écoles, le programme. Alors le programme, vous avez des... Ils ont un programme normal, je vais dire. Et il y a des enfants, enfin des jeunes, qui sortent avec des gros diplômes. Là, j'en ai connu un jeune, c'était dans un lodge. Et un soir, il me dit, je vais vous raccompagner. Je dis, vous, il y a de l'éducation, là, parce que tout le monde se tutoie. Je vous raccompagne jusqu'à votre bungalow. Alors il me dit, je reviens de Dakar. De l'ambassade de France, j'ai déposé ma demande de visa. Moi, je dis, tu crois au Père Noël? Elle me dit, ah non, qui me dit, moi j'ai eu mon bac avec mention. Et il est dans un tout petit bled. Et il a eu son visa sans problème. Et il est ici, à Créteil, à faire des études. Et il est en deuxième année. Et c'est l'année dernière, je crois qu'il est arrivé troisième. Au deuxième, madame. Je crois qu'il est arrivé troisième de sa promotion. Donc, et les premiers mois, il dit, mais j'ai déjà vu tout ça au lycée. Donc, après, bon, il y a des enfants qui sont feignants comme partout. Il y en a qui trouvent que les parents vont dire, mais ça sert à rien que tu ailles à l'école alors qu'il y a du travail à faire dans les champs. Mais il y en a qui ont quand même des grosses professions. Alors ceux qui font des études, s'ils rentrent au pays, ils peuvent exercer quel genre de métier? Un peu de tout, maintenant surtout avec l'informatique. Ils viennent faire des études en France, par exemple, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Alors, c'est le jeune dont je parle, lui, il voudrait travailler
et sur la France et sur le Sénégal plus tard. Voilà. Il vise haut, et quelqu'un m'a dit, qui le connaît, m'a dit, il ira très très loin ce jeune, très très loin. Il est très très intelligent. Donc, je lui souhaite. Moi, je connais un monsieur, c'est un ami d'un voisin. Il est venu faire ses études en France. Il est à la retraite à l'heure d'aujourd'hui. C'était le grand pont des télécoms du Sénégal. Il a pris sa retraite et il me dit, si tu savais comment je suis content, je ne suis plus avec les ministres tout le temps en rendez-vous. Donc, vous voyez, il y a quand même des pointures. Il y a des pointures. Et là, il a pris sa retraite il y a, je sais pas, il y a 2 ans à peu près. Vous avez parlé des orphelins. Oui. Avez-vous vu des centres d'accueil pour enfants autistes ou enfants en difficulté? Que deviennent-ils? Alors là-dessus, non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, mais je pourrais me renseigner. Je pourrais me renseigner et voir si ça existe ou pas. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Vous n'en avez jamais croisé? Pas que je sache. Pas que je sache. Je poserai la question, et là j'ai des petits papiers avec mes coordonnées. Je poserai la question, et parce que là, bon, je pourrais interroger mon collègue, mais il n'y a pas le feu pour ce genre de réponse. Voilà, mais je pourrais demander. Mais j'ai Vous pas n'avez vu pas pu des voir au postes. sein des villages quel statut avaient les enfants différents? On n'en a pas vu. Il n'y en avait pas. Moi, on n'en a pas vu. On n'a pas vu. Non, non. Ou ils sont intégrés complètement, ou ils sont invisibles, hein, mais... Oui, oui, oui. Mais c'est pas... Même dans le reste du Sénégal, les enfants ne sont pas trop touchés. Mais il y a des pays, je me rappelle, c'était au Kenya. Là, on voyait quand même des différences. Et je voyais, à chaque fois que j'allais là-bas, je voyais un homme, il était par terre, parmi la circulation. Et il se traînait sur ses fesses pour avoir 3 sous pour pouvoir vivre. Là-bas, la sécurité sociale, il n'y a que ceux qui sont salariés qui cotisent, mais ils n'ont pas du 100%. Hein. S'ils peuvent avoir un 60% de remboursement, c'est déjà pas mal. Mais il faut être salarié, il faut avoir versé. Mais la plupart du temps, ils ne sont pas... Non, ils sont... Moi, quand je vais repartir, là, je vais amener plein de médicaments avec moi. Hein. Oui. Comme dans tous les pays africains. Oui, c'est... Bon, bah, tout coûte cher. Ils veulent passer un examen. Là, j'ai un de nos chauffeurs de taxi. Bon, il a un glaucome. Ils ne peuvent pas le soigner là-bas à Dakar. C'est dur, hein. On a vu les pirogues, on a vu les routes. Est-ce qu'il y a des chemins de fer? Alors, chemin de fer, il y a eu. Il y a eu? Il y a eu. Oui, ça montait sur Saint-Louis. Bon, une fois tous les 36, il y a peut-être un train de marchandises qui va passer. Alors, pour l'instant, ça en est encore là. Il y a eu. Il faisait Dakar-Saint-Louis. Et maintenant, bon, c'est que de la route. Tout le monde circule en... Et quelle route? Encore pas de goudron, pas de... Toi, t'as fait que la Casamance. Hein. Et encore, tu te rappelles, quand on est allé jusqu'à Cafoutine, la route, elle était dans un état... Oui, c'est ce que je dis, quelle route? Oui, quelle route, oui. Oui. Ils refont des routes. Ils refont des routes parce que j'ai circulé. On avait de la latérite, là, c'est la terre rouge, là. On était le soir, on était tout couvert de poussière. Hein. Ils essayent de goudronner, mais bon, c'est toujours les moyens qui manquent. Il semblerait qu'en Casamance, d'un point de vue écologique, ils aient pris conscience de la préservation de la nature, des mangroves, etc., par rapport au reste du Sénégal. Ah, mais ils sont complètement différents. Pour eux, ils sont pas sénégalais. Oui. Pour eux, ils ne se considèrent pas comme des Sénégalais. Et je vois le collègue avec qui je travaille, il me dit, mais moi, j'ai pas envie de quitter ma Casamance. J'ai pas envie. Il me dit, moi, je suis très bien ici. J'ai tout ce qu'il me faut. Non, mais ce que tu nous disais, effectivement, qu'il y a de la protection de la mangrove en Casamance. Oui, oui. Mais ils sont conscients qu'ils ont quand même un trésor quand même à gérer. Ah, oui, mais comme ils disent, ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Et pourquoi les Sénégalais n'ont pas cette prise de conscience, le reste du Sénégal? Vous savez ou vous avez Il y a un peu le poil qui pousse là au creux de la main. Et puis,
leur apprend pas. Puis vous savez, vous avez des ordures, c'est tellement facile d'ouvrir la main. Personne ne va rien vous dire. Moi, je les vois quand je me balade là-bas dans les chemins et tout. Alors qu'il y a des poubelles de construites plus loin. Mais non. Mais du coup, en Casamance, eux, ils ont eu le déclic, du coup. Ils n'ont pas le même caractère. Ils sont très bosseurs. Très, très bosseurs. Et puis... Donc c'est une question de valeur, du coup, personnelle. Bah, ils ont peut-être une certaine fierté aussi. Ils veulent y arriver. Ils veulent y arriver. Et ce que tu disais là sur les religions, un tiers, un tiers, un tiers. Oui. Mais tu nous avais dit que les différentes communautés se rencontrent, ils vont dans les fêtes les uns des autres, etc. Tu me disais. Oui, oui. Alors ils s'invitent. Ils s'invitent. Si c'est une fête musulmane, tout le monde est invité. Si c'est une fête chrétienne, tout le monde s'invite. Et bon, là, il y a eu la Korité. La Korité, c'est la fête qui a lieu juste à la fin du Ramadan. Et en principe, les musulmans invitent les autres. Et je vois mon collègue qui est chrétien, il me dit, je vais aller voir, ils vont de maison en maison. Puis finalement, le soir, il n'avait pas été invité. Personne ne l'a retenu. Il n'a pas compris pourquoi. Alors qu'en principe, ils partagent. Parce que le Sénégal, on l'appelle la Teranga, terre d'accueil. C'est bienvenu, c'est on partage, c'est le partage. Et ça a peut-être un petit peu changé depuis quelques années. Et alors les animistes, eux, alors pour faire la fête, ils ne sont pas les derniers. Ah, tout est bon pour faire la fête. Ah oui, puis Ban Ban, ça y va. Hein. Ça y va. Mais j'ai assisté à un enterrement, il y a ça quelques années. J'arrive dans un petit campement. Et puis, mon manager me disait de Dakar, il me dit, Annie, il y a un décès, il faut y aller. Je dis, ça se fait pas, ça. Je dis, on ne connaît pas les gens, on n'aurait pas idée, nous, ici, d'aller... Si, il faut que tu ailles voir, qui dit, ça sera utile. Donc, avec le patron du campement, allez hop, nous, la partie, dans l'après-midi. Il y avait des centaines de personnes, on était dans un bled paumé, et... ça chantait, ça dansait, ça tirait au fusil. Je dis, on va se prendre des plombs dans les fesses. Et puis vers les 17h, je me suis retournée, j'ai dit, ah, tiens, il y a une espèce de brancard. Alors il y avait des hommes qui tenaient un brancard. Puis quand ils sont arrivés près de la foule, c'était une vieille dame qui est décédée. Et alors comme c'était une vieille dame, il fallait lui faire des honneurs. Elle avait transmis que du bien. Et alors, il l'a lancé, il l'a baissé, il l'a mis à droite, il l'a mis à gauche, mais c'était affolant, affolant. Je dis, mais oui, c'était la fête. Puis après, quand la nuit a commencé à tomber, je sentais qu'il fallait rentrer, parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas très fiers, puis ils sont partis l'enterrer, ils sont partis au cimetière. Et c'est des choses à vivre. La personne qui va aller, par exemple, dans un club, elle veut du all exclusive. Elle va participer à rien du tout, elle va rien découvrir. Il y a des gens, ils aiment ça. Moi, c'est pas mon style. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et, quelle est leur vision par exemple, de l'Europe et tout? Est-ce qu'ils envient ou est-ce qu'ils se rendent compte là-bas du coup aussi de bonnes choses en fait de leur mode de vie? Alors le Sénégalais, du moment où vous êtes blanc, donc vous êtes un toubab. Le toubab il est riche parce qu'ils ont des fausses idées. Et moi j'ai entendu, mais vous ramassez des billets par terre sur le trottoir. Voilà. Du moment qu'on est blanc, on est riche. Pour eux, ils s'imaginent. Et j'ai un ami, il était cuisinier donc, dans un hôtel à Hambourg. Ah, il était peinard dans son petit resto. Il a trouvé un emploi à Méribel, 4 étoiles, vous voyez, 250 couverts. Là, c'était plus du tout la même chanson. Et on se téléphone très souvent, parce que j'ai dit, bon, le gars, il débarque en France, il m'a fait la surprise, il connaît rien à la France, il va être complètement paumé. Et il me dit, maintenant, j'ai même plus envie de retourner là-bas, il me dit. Parce que quand je vais retourner, ils vont me prendre pour un toubab. Il va falloir distribuer les billets, il va falloir ramener des cadeaux. Et là, il a des vacances au mois de juin, il me dit, tu sais où je vais? En Espagne. Mais je veux dire, les gens en général, est-ce qu'ils sont conscients aussi de tous d'avoir un mode de vie comme ça, toutes les bonnes choses qu'ils ont aussi, ou est-ce que
Moi j'étais au Maroc, il y a beaucoup de jeunes qui idéalisent le fait de venir en France, alors qu'en fait leur mode de vie là-bas il est quand même beaucoup plus sain que ce qu'on peut vivre ici aussi. Certains auraient envie de venir en France, certains auraient envie. Mais parce qu'ils s'imaginent que on se baisse et qu'on les ramasse. C'est ça. C'est ça qui est dangereux. Et il y a des pirogues qui partent presque tous les jours dans des conditions atroces. Et j'ai un ami qui est là, sa femme a perdu un neveu, il est parti en pirogue pour rejoindre les côtes européennes. Et puis qu'est-ce qui se passe? Quand les parents ont donné 500 €, bon ils ne vont pas aller bien loin, hein, parce que la pirogue elle ne va pas tenir le coup. Donc il y a énormément de décès, des noyades, parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont trouver le péril. Oui, ils ne savent pas noyer. Est-ce qu'ils apprennent à nager? Non. Ah non. Voilà, j'ai un ami camerounais qui me disait non, c'est les zombies qui les prennent par les pieds et ils noient les enfants. Ils ont des. Certains savent nager, mais ils s'amusent dans l'eau. Ils s'amusent. J'ai vu, c'était dans un petit. C'était à Elbourg. Il y avait un monde fou sur la plage, j'étais partie me balader. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un jeune, il a dû se noyer, on est en train de le chercher. Il s'accroche à des bidons qui sont vides. Et le bidon, il arrive à partir. Et alors, ils sont avec ils ont plus pied. Ils sont perdus. Et le lendemain, c'est le père sur la plage qui a retrouvé le corps de son fils. Au niveau du transport, il y a toujours des chevaux, des ânes. Alors, est-ce qu'ils sont respectés? Ça existe. Ça existe toujours. Et oui, plus des ânes. Mais est-ce qu'ils sont respectés? Ils n'ont pas l'impression d'être malheureux. Les bêtes ne donnent pas l'impression d'être malheureuses. Non, on ne les voit pas. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Dans les campagnes. Dans les campagnes, on en voit. Mais dans les villes, non. Maintenant, il y a beaucoup de véhicules. C'est pas un moyen de transport comme on voit au Mexique ou ailleurs? Alors, il y a des bus. Vous avez des bus qui font des... Vous pouvez partir de Dakar et traverser tout le pays. Il ne faut pas être pressé. Hein. Parce que moi, c'est ce que je voulais faire à mon prochain voyage. Je me disais, bon, parce que les vols directs en Cap Skirring vont s'arrêter le 10 mai. Et je me dis, bon, je vais partir par la route. Et on m'a fort déconseillé. Parce que prendre un bus, si on est derrière des camions, il ne va pas avancer. Il faut passer le pont en Gambie. Il va falloir encore aller donner ses doigts pour prendre les empreintes. On y ressort 10 minutes après et hop. Et au retour, c'est la même chose. Bon. Donc, c'est des transports avec une petite voiture où on arrive à se profiler plus vite. Hein. Mais il faut pas. Les routes s'améliorent. Elles s'améliorent par rapport à ce que j'ai dit. Et le ferry Dakar-Ziguinchor, il est toute l'année? Il est tout? Le ferry oui. Dakar-Ziguinchor, il marche toute l'année? Ah oui. D'accord. Oui. Alors, autrefois, il y avait un ferry. Et seulement, il y avait 2000 personnes à bord, vous êtes en avoir 500. Vous devinez la suite. Donc, il n'y a pas eu de ferry pendant des années. Et donc, ils en ont reconstruit. On dit que maintenant, il n'y a pas une personne. S'il y a, je dis n'importe quel chiffre, 521 personnes, ça ne sera pas 522. Tout est compté. Non, là, il y a eu trop de bobos. Donc, il descend le mardi soir et vendredi soir là-bas à Ziguinchor. Quelle est la langue qui est parlée? Alors, la langue, si vous entendez parler français, c'est que la personne aura fait les bancs. Faire les bancs, c'est être allé à l'école. Voilà. Et les gens qui ne parlent pas le français, donc ils vont parler le Wolof. Et en Casamance, ils parlent le Diola. D'ailleurs, j'ai oublié, avant de commencer, de vous dire Kasumai. Donc, soyez en paix. Et ils se comprennent entre eux, les Wolofs? Ah oui, tout le monde parle le Wolof, oui. Moi, j'ai peut-être appris le Diola. Je ne sais pas. Je parle le minimum, mais en principe, ils parlent le français. Ouais. Oui, sauf peut-être, oui, en principe, ils parlent le français. Mais il y en a encore qui ne parlent pas. Hein. Et le gombo qu'on a vu, là, il parle Diola, c'est ça que tu avais dit? Il parle Diola, il parle Diola. Oui. Mais il y a des dialectes aussi dans le Diola.
Mais l'idéal, c'est d'aller découvrir le pays, d'aller sur place. Et je vous invite tous à le faire. On a une surprise, on vient de vous faire affréter un avion. Et quelle est la meilleure période pour y aller? L'automne. À partir de... Pour la Casamance, l'automne. L'automne, parce que il y a toutes les, on va dire les productions agricoles. Bon, il y a les rizières qui sont toutes vertes, alors que si vous y allez au mois de mars, elles sont toutes sèches. Donc pour moi, la meilleure période, c'est novembre-décembre. Novembre-décembre. Ah oui, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ouais. En plus, la température n'est pas excessive. Hein. Non, c'était très bien. Non, c'était pas... On n'a jamais eu besoin de clim ou choses comme ça. Ah non, non. Même, moi, je fais pas de moustiques. Non. Alors, moi, C'est Noël là-bas alors? Non, on est revenu avant Noël. Non, mais tu peux te baigner en novembre-décembre. Ah, je me suis baignée. Ah ben, elle se baigne, moi non, parce que ouais, c'est l'eau chaude. Oh non, elle était chaude. Pour toi, elle était chaude, mais pas pour moi. Elle était à combien? Oh, je sais pas, elle était une vingtaine de... Oui, moi, il faut 30, alors donc... degrés. Je suis habituée aux eaux chaudes. Non, c'est... Après, oui, on est quel jour là? On est mardi. La semaine dernière, il y avait 22 degrés là-bas à Cap Skirring. C'est pas... Et puis le lendemain, il pouvait faire beaucoup plus chaud. Hein. Ici aussi. Bah oui. Regardez, jeudi soir, il faisait très chaud, puis le lendemain, c'était terminé. Et tu y vas en avion à chaque fois ou... J'ai fait une fois la descente en... J'ai fait une fois la descente en ferry. Une fois. Oui, avec un groupe, oui. On avait visité Dakar. Après, on est allé sur l'île de Gorée, qui est juste à côté. Et comme c'est le même quai où il y a l'enregistrement pour le ferry, donc on a mis, en quittant Gorée, on est revenu à quai et on est rentré dans le ferry après pour descendre de nuit. Voilà. On avait des cabines qui étaient pas mal, avec des sanitaires privés. Sinon, ceux qui n'ont pas les moyens, ils payent 3 sous, puis ils sont assis toute la nuit sur des sièges en ferraille. Mais en général, tu vas jusqu'à Dakar et après tu prends le... Alors là, j'ai fait le vol direct cette année. Cette année, enfin au mois de décembre, là. J'ai pris le vol direct. Sinon, ça sera du Paris-Dakar et Dakar, vol intérieur. Voilà. Dakar et vol intérieur. Donc je l'ai fait. Alors il y a l'aéroport de Ziguinchor qui est sur le point de se terminer parce qu'il était vraiment dans un état minable. Donc, ils l'ont refait complètement. Et pour le moment, il n'y a pas d'avion qui va à Ziguinchor pour le moment. Ben, pour l'instant, non, mais ça va ouvrir d'ici peu. Hein. Ça va ouvrir d'ici peu. Parce que je l'ai vu en décembre. Il était déjà très très bien avancé. Hein. Ils vont peut-être faire des vols directs Paris-Ziguinchor peut-être. Non, peut-être pas. Je pense pas parce que c'est le Club Med qui avait d'avoir ce vol de Transavia. C'est bon. Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors,